Bienvenue dans le débat de France 24. On est à 4 mois bientôt du premier tour de l'élection présidentielle ici en France. Après la droite le mois dernier, c'est maintenant au tour de la gauche de trouver un candidat. D'une partie de la gauche, devrait-on dire, puisque seul le PS et quelques alliés ont réussi à s'entendre autour de l'organisation d'une primaire pour désigner celui ou celle qui portera les couleurs de la majorité sortante parmi 9 postulants déclarés, puisque c'était aujourd'hui la date limite du dépôt de candidature et qu'on évoque donc 9 candidatures sérieuses du côté de la haute autorité. C'est Thomas Clay qui l'a annoncé il y a quelques minutes. On en parle avec, à mes côtés, Élise Feigelès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjointe du 10e arrondissement de Paris. Vous êtes membre de l'équipe de campagne de Manuel Valls. Face à vous, Michel Pouzol, député socialiste, soutien de Benoît Hamon. Vous êtes membre également de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Également pour participer avec nous à ce débat, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir. Et Jean Garrigue, historien, professeur à l'Université d'Orléans et à Sciences Po Paris. Vous êtes auteur d'Élysée Circus, une histoire drôle et cruelle des élections présidentielles, des présidentielles, même c'est aux éditions Talendier. C'est paru dans le courant de l'été. 3 candidats sont déjà assurés de pouvoir concourir au nom de leur mouvement. Sylvia Pinel, qui sera donc la seule femme pour le Parti radical de gauche, François de Rugy pour le Parti écologiste et Jean-Luc Benamias pour l'Union des démocrates et des écologistes. Et puis on a donc 7 autres noms, des noms attendus, d'autres moins. Jean Garrigue, ce qu'il faut dire, c'est que ces 9 noms, parmi les autres, Arnaud Montebourg, Manuel Valls, Benoît Hamon, Vincent Peillon, Gérard Filoche et l'invité surprise, Fabien Verdier, un membre du Conseil national du Parti socialiste. Il est conseiller municipal de la ville de Châteaudun. Reste à savoir évidemment si ce seront les 9 noms retenus parce que... je le disais, 3 sont déjà assurés d'une qualification, mais 6 autres doivent passer la validation ce samedi. Voilà. Examen terminal. Ouais. Oui, sans doute que du moment qu'on n'arrive pas à l'équipe de football d'en avoir 7, 8 ou 9, ça ne change pas grand-chose. Le problème, c'est qu'évidemment, d'emblée, ce qui hypothèque, je veux dire, l'effet de stimulation de la primaire, c'est que c'est pas la primaire de la gauche, c'est la primaire de la belle alliance populaire, mais il manque quand même les 2 candidats qui, a priori, aujourd'hui, dans les sondages, sont en tête, à savoir à gauche Jean-Luc Mélenchon et plus à droite Emmanuel Macron. Donc c'est quand même un handicap, de toute manière, à la base, au départ de cette primaire. Il y a bien d'autres problèmes qui se posent. On va voir évidemment les candidatures, je dirais d'un point de vue individuel. On a simplement cette surprise, Fabien Verdier. Alors, vous le connaissez, Élise Feigelès, vous vous attendiez à ce qu'il fasse partie des 9 candidatures sérieuses. C'est ça le terme qui est intéressant, selon le président donc, de la haute autorité de ces primaires. Sérieuse, ça veut dire qu'il est allé jusqu'au bout et qu'il a cherché des parrainages jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'il a eu ses parrainages, puisqu'on le saura seulement samedi. C'est sérieux parce qu'il était déterminé et qu'à nouveau, il a cherché des parrainages. C'est un jeune militant et un jeune élu. Pour vous, s'il devait y avoir 9 candidats à cette primaire, c'est plutôt un signe de bonne santé ou au contraire un signe de division aujourd'hui du Parti socialiste et de ses alliés? Il y avait 7 candidats, me semble-t-il, à la primaire de droite. Ça n'a pas empêché d'avoir des débats qu'on a jugé digne et de déterminer un candidat légitime. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Nous avons inventé le principe des primaires en 2011. Nous avons un petit peu revigoré la démocratie avec cette désignation. Donc on s'en sortira très bien, qu'on soit 7 ou qu'on soit 9. Il y aura du débat et je crois que comme nous avons tous la lucidité et la conscience de la gravité de l'enjeu, pour moi, ces primaires doivent être une réussite, oui. Michel Pouzol, on note un certain nombre de candidats qui sont sur une ligne finalement assez proche, en tout cas, qui critiquent assez sévèrement parfois le bilan du gouvernement et donc de la majorité socialiste au pouvoir depuis 2012. Ça vous pose un problème, vous qui soyez aussi nombreux? On sait que Marie-Noëlle Lienemann s'est retirée notamment pour cette raison. Non, ça pose pas un problème. Je crois qu'on a des débats de fond à ouvrir dans le parti. On a l'habitude, en plus, on est un parti de débat, on est un parti de confrontation. Et on a aussi oui, mais là, on n'est pas un congrès. On est aussi un parti de rassemblement. Oui, mais on a créé les primaires. Rappelez-vous, en 2011, vous le disiez, nous avons inventé les primaires. Et franchement, les observateurs à l'époque se gaussaient un peu de ce qu'allaient être les primaires. Ça allait être une catastrophe, on allait laisser triper, ça allait être un sous-congrès. Et puis, à l'arrivée, ça a conduit à un fort rassemblement et ça nous a conduit quand même directement à la victoire, alors qu'on sortait justement d'un congrès très délétère. Avec la perspective de gagner à l'époque. Oui, mais je vous le dis aujourd'hui, oui, mais la perspective de gagner, elle est toujours là, elle est plus difficile, parce qu'effectivement, nous allons être tributaires
d'un bilan qui est pour le moins contrasté. Moi, je reste poli, mais je suis assez embêté avec ce bilan-là, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu en attendre. Mais le débat, chez nous, peut permettre de faire émerger, d'abord, clarifier un certain nombre de choses, de choix qui ont été faits aussi pendant ce quinquennat, et de proposer aux Français de nouvelles choses. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiet là-dessus. Je regrette simplement, vraiment, mon grand regret, c'est que nous n'ayons pas réussi à convaincre et Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron de venir dans ces primaires-là. Et François Hollande. Mais François Hollande, il a pris sa décision. Je pense que c'était la meilleure qu'il puisse prendre. Elle était difficile. Il l'a fait de manière courageuse. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution pour assurer une nouvelle histoire et réécrire une nouvelle histoire de la gauche. Aujourd'hui, le seul regret que je peux avoir, c'est que ni Jean-Luc Mélenchon, ni Emmanuel Macron, je dirais, n'aient eu le courage de venir se confronter à cet exercice, parce que c'est un petit peu facile de rester à l'extérieur et puis d'attendre la fin du match. C'est une manière d'obérer la victoire possible, parce que c'est vrai qu'on a besoin de cette dynamique. On peut gagner, moi je suis absolument convaincu qu'on peut gagner. On a besoin de cette dynamique, parce qu'en ce moment, bon, voilà, si on regarde les sondages, et la primaire va donner cette dynamique, obligatoirement. Justement, Frédéric Dabi, vous qui sondez l'opinion depuis plusieurs mois maintenant, en vue de cette présidentielle, avec des hypothèses, puisque pour l'instant on ne peut fonctionner que sur des scénarios, est-ce que ces primaires, à la lumière de ce qui s'est passé à droite cette fois-ci et puis en 2012 à gauche, sont de nature à rebattre totalement les cartes ? Je ne pense pas, mais vous avez raison de dire qu'il faut être extrêmement prudent. La situation pour le PS par rapport à la primaire de 2011, c'est vrai qu'elle était une primaire extrêmement réussie, qui a donné une vraie dynamique au candidat sorti vainqueur François Hollande. La gauche était déjà favorite. La situation est extrêmement différente. Ah oui. D'une part, c'est vrai, et ça a été bien dit par Jean Garrigue, il y a deux acteurs majeurs à gauche, deux candidatures, deux offres alternatives, l'offre Mélenchon et l'offre Macron, qui ne participent pas à la primaire. Et la différence majeure avec la droite, c'est que le 27 novembre, nous avions le champion de la droite. Bon, il y a des candidatures peut-être, entre guillemets, alternatives, Henri Guénaud, Michel Alliot-Marie, Espèce Rambou, rien n'est moins sûr. Là, le rapport de force à Nicolas gauche Dupont-Aignan ne sera pas tranché le 29 janvier, mais le 23 avril, lorsque nous verrons le rapport de force entre le candidat Macron, le candidat Mélenchon et le candidat qui sortira vainqueur, ou la candidate qui sortira vainqueur de la primaire, premièrement. Deuxièmement, ce qui est quand même notable, alors on peut tout dire sur les sondages, mais depuis maintenant 2 ans et demi, pas une enquête d'opinion n'a donné un candidat de gauche, quel qu'il soit, d'être en situation de second tour. Oublions même les sondages, regardons les élections. Une élection présidentielle s'inscrit dans un continuum d'élections, et l'histoire électorale du quinquennat, c'est, on l'a vu dans 500 cantons aux élections départementales, dans 2 grandes régions, c'est un duel extrême droite. Mais voilà, on est sur une primaire, c'est vrai que ça peut créer une dynamique, même si la motivation de l'électeur socialiste n'est pas de désigner comme à droite, le vainqueur possible de la présidentielle, mais celui qui va affronter dans un combat sanglant et Mélenchon et Macron. Si on avait suivi les sondages juste, un instant, Alain Juppé sera président de la République, il n'est même pas qualifié pour être candidat. Mais là, on parle de l'effet de la primaire en tant que telle, pas sur les candidatures individuelles. Il faut laisser vivre le débat. Un mot de Jean Garrigue et après Michel Pouzol, si vous voulez bien. Il ne faut pas se mentir, il y a pour l'instant un espace de 40% de l'électorat pour la gauche. Ça, c'est un vrai problème. Et pour une gauche qui est au moins divisée en 3, puisqu'on a parlé de ces 2 grands candidats que sont Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, ce qui pourrait d'ailleurs mener à une situation historique de voir le candidat issu, on va dire, du bloc socialiste arriver en 3e position dans la gauche et nous faire revenir à une situation... 1969. Voilà, des années 60. Bon, on n'en est pas là. Il y a une très grande fluidité de l'électorat, donc beaucoup de choses peuvent se passer. On voit déjà une certaine érosion de François Fillon, peut-être aussi de Marine Le Pen, donc les choses peuvent évoluer. Mais moi, ce qui me semble incontestablement, c'est que s'il n'y a pas, à l'issue de cette primaire, un vainqueur large, comme l'avait été François Hollande en 2011, et comme l'a été François Fillon à l'issue de la primaire de la droite, je ne vois pas de possibilité pour ce candidat issu de la primaire de fédérer, d'entraîner véritablement un mouvement qui permettrait à la gauche de se repositionner par rapport à la droite et à l'extrême droite. Michel Pouzol. Il y a une chose qui est vraie, c'est que nous sommes dans une situation extrêmement difficile. On sait, on ne se cache pas dans notre petit doigt, c'est la réalité. Donc les chances, telles que vous le dites, sont minces d'arriver à un succès. Mais elles ne sont pas nulles. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait une primaire ouverte permet de recréer une dynamique que nous avons
totalement perdu. Et je le dis, si le président de la République s'était représenté, je pense que cette dynamique-là aurait été encore plus difficile à construire. Moi, je le dis, il y a un candidat de gauche qui n'y est pas, c'est Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, la position d'Emmanuel Macron, elle n'est pas celle ni dans ses propositions, elle n'est pas celle de la gauche. Donc je ne sais pas dans quelle position il va se prendre, mais je pense qu'il va prendre autant de voix à une partie de la droite déçue de la victoire de Fillon que à gauche. Donc c'est une histoire nouvelle qui commence aujourd'hui. On part avec un vrai déficit, mais je le redis, effectivement, l'histoire de la Ve République est quand même l'histoire des grandes surprises. Pour revenir à 2011, quand François Hollande a commencé sa campagne des primaires, aurait misé un seul centime sur sa victoire et des primaires et des présidentielles, excusez-moi. Sauf qu'il y avait une envie d'alternance. C'était un an et demi avant le vote, c'était pas 4 mois avant. Oui, vous avez raison. Et il y avait une envie d'alternance. Oui, mais il y avait une envie d'alternance comme aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, on va dire à tous ces Français qui souffrent, à tous ces Français qui sont inquiets de voir le programme très dur de François Fillon, avoir cette espèce de programme aussi très autoritaire, de reprise sur soi de Marine Le Pen, et on va leur dire non, on ne place pas ces primaires sous le signe de l'espérance, mais bien sûr que s'il y a moyen de proposer un projet contre cette droite, contre cette extrême droite, et oui, on y va, autrement on n'est pas des responsables politiques si on n'est pas là pour l'emporter, pour y croire. Je crois qu'il n'y a pas de volonté d'alternance, contrairement à ce que vous venez de dire. Parce que la volonté d'alternance, elle se marquerait avec un positionnement à droite. Et effectivement, les primaires de la droite ont été un vrai succès, mais on ne sent pas dans la population un enthousiasme gigantesque pour la droite. C'est bien ça le problème. On sentait un enthousiasme pour François Hollande en 2012. Non, bien sûr. Mais aujourd'hui, on est dans une recomposition. Parce qu'il y avait l'antisarkozysme qui est quand même structuré. Il y avait l'antisarkozysme beaucoup plus fort. Et aujourd'hui, on est dans une recomposition d'un paysage politique qui est quand même extrêmement ouvert et surprenant. Et il nous surprend au niveau national, mais aussi au niveau européen, quand on voit le Brexit, quand on voit le résultat de Trump aux États-Unis, enfin au niveau international. Donc cette recomposition-là, aujourd'hui, bien malin est celui qui peut voir à quoi elle va nous conduire. Jean Garry, et j'ai une question d'ailleurs complémentaire, parce que vous disiez, il y avait à l'époque comme ciment l'antisarkozisme qui jouait le rôle, qui électrifiait d'une certaine manière l'électorat. Est-ce qu'aujourd'hui, François Hollande, finalement, n'a pas rendu un grand service au Parti Socialiste en se retirant et d'une certaine manière en enlevant une raison aussi aux électeurs de se mobiliser contre eux? Alors, sauf qu'il y a un certain nombre de candidats, à commencer par Manuel Valls, qui sont comptables du bilan de François Hollande. Il faut reconnaître à Manuel Valls, contrairement à beaucoup de choses qui sont dites, le mérite d'avoir assumé ce bilan, d'avoir été jusqu'au bout de l'aventure. Il est plus le seul à l'assumer. Vincent Peillon l'assume aussi aujourd'hui. Oui, alors, sauf que Vincent Peillon, il est parti il y a assez longtemps. Donc ça pose un problème. Et d'ailleurs, ça fait partie des contradictions très nombreuses. C'est très intéressant d'ailleurs de voir toutes les contradictions qui fissurent cette primaire, tous ces ministres qui ont fait partie de l'aventure, du quinquennat, puis qui sont partis. Bon. Mais ce que je voulais dire, moi, au fond, c'est que qu'est-ce qui est fondamental alors, je sais que ça, c'est un discours d'observateur et pas de militant, mais ce qui est fondamental dans cette primaire, au-delà de l'éventualité d'un candidat de gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle, qui pour l'instant est quand même difficile à envisager, mais qui est toujours possible. Le plus important, c'est la clarification des lignes. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on attend véritablement qu'une nouvelle ligne soit tracée. Et qui dit clarification ne dit pas. Est-ce que qui dit clarification ne dit pas aussi peut-être risque de scission du Parti socialiste, parce que. Pourquoi pas, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a là plusieurs lignes qui se confrontent, assez claires, avec des éléments de renouveau, de changement complet d'ailleurs du paradigme chez Benoît Hamon, avec une ligne assumée et qui est une ligne que finalement Manuel Valls annonce depuis des années de reconstruction d'une gauche, on va dire sociale-libérale ou libérale-sociale. On peut contester, je vois l'interlocutrice là qui hoche la tête. Mais en tout cas, avec on peut l'appeler aussi un socialisme républicain ou une république sociale. Enfin, il y a la ligne d'Arnaud Montebourg, qui est une sorte de social-protectionnisme ou de social-volontarisme. Donc il y a au moins dans cette primaire 3 lignes. C'est peut-être la ligne Peillon que personne ne voit, si je puis dire. Non, je partage complètement ce que Jean Garry vient de dire. C'est la ligne Peillon qui n'est pas bien comprise. Parce que bien comprise par le microcosme, entre guillemets, ou bien comprise par les électeurs. Parce que est-ce que les électeurs aujourd'hui identifient les candidats Franchement, lorsqu'on interroge les Français sur Vincent Peillon, d'une part, il est sorti
des radars, complètement, depuis avril 2014. Donc il a un vrai travail de récit sur la cohérence de sa candidature. Et lorsque les Français ont un souvenir de lui, l'acte lourd, comme pour Benoît Hamon, l'acte lourd, c'est son départ du gouvernement quelques jours avant la rentrée scolaire, ce qui n'a pas été bon pour lui, si je puis dire, auprès de l'ensemble des Français, peut-être pas auprès de l'ensemble des sympathisants de gauche, mais Vincent Payon, c'est cette réforme que les Français voulaient massivement, mais qui a été ratée du point de vue de la mise en œuvre, qui est la réforme des rythmes scolaires. C'est vrai que de ce point de vue-là, il y a un vrai travail de récit de sa candidature à faire. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un hiatus? Je vais vous poser la question effectivement à nos deux élus, à nos deux représentants politiques ici sur le plateau. Peut-être d'abord à Michel Pouzol. On a Vincent Payon, moins de 2 ans au gouvernement, qui se revendique aujourd'hui héritier d'une certaine manière et comptable du bilan. Et puis Benoît Hamon, plus de 3 ans, comme Arnaud Montebourg d'ailleurs, et qui, eux, le rejettent. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Il y a une contradiction, je vais vous dire oui et non. D'abord, on a bien compris que Vincent Payon se revendiquait du bilan du président de la République. Et ce n'est pas par hasard si c'est lui qui l'incarne, alors qu'il n'a pas du tout participé, on l'a bien compris, à la différence d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon au gouvernement de Valls. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous ne disons pas, en tout cas, que le bilan de ce quinquennat est à rejeter en totalité. Nous disons que nous avons fait des choix et des réorientations, notamment sur le domaine économique, qui n'ont pas fonctionné, 2 ne correspondaient pas à ce qu'on pouvait attendre de la gauche, et 3 n'ont pas été à la hauteur. C'est déjà une nuance. Mais la question de ce débat qu'on va avoir là aux primaires, et je pense ceux qui ont été à Japy hier soir au meeting ou qui ont un peu suivi, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait demain ? Comment la société évolue, comment on s'y adapte, comment on offre des solutions en fonction de ce qu'elle est, c'est-à-dire la révolution numérique, cette révolution qui est devant nous énorme. Donc c'est ça, si on arrive à apporter une réponse là-dessus, eh bien on aura l'opportunité effectivement de réécrire, de continuer à réécrire l'histoire. C'est tout. Donc bien sûr qu'on peut voir ça simplement sur la question du bilan, mais la question du bilan, je pense, très vite, elle devrait être dépassée par la question du projet. Et Élise Fégès va vous répondre dans un très court instant. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de ce débat.